Il y avait l'attrait de la nouveauté et des sensations fortes. Si vous êtes dans le pétrin, autant aller jusqu'au bout. Il a du charisme et d'autres traits de caractère qui attirent. Ce qui me frappait dans cette affaire, c'était la brutalité psychologique. Le 12 septembre 2000, aux petites heures du matin, en périphérie d'Indianapolis, en Indiana. Les policiers et les pompiers s'affairent à éteindre un mystérieux incendie. Un véhicule est la proie des flammes et les dommages sont majeurs. Ils ont trouvé un corps dans le coffre. La voiture, une Mercury Cougar 1993, était immatriculée au nom de Robbie Bott. Robbie est un célibataire de 45 ans qui demeure à Mooresville, en Indiana, à 30 km de là. Les policiers se rendent à sa résidence. Toutes les portes de la résidence de M. Bott étaient verrouillées, à l'exception de la porte arrière, ce qui semblait curieux. Ils ont trouvé la maison en désordre et mise à sac. Les lits étaient défaits, il y avait des vêtements éparpillés partout. On avait l'impression que quelque chose s'était passé ici. Les policiers apprennent que Robbie Bott était un mécanicien d'avion extrêmement méticuleux, qui aimait garder sa maison en ordre. Des vêtements avaient été jetés ici et là dans la chambre à coucher. Quelqu'un avait parcouru l'armoire à pharmacie. La chaîne audio-vidéo et le téléviseur semblaient avoir été volés. Sur le répondeur téléphonique, il y avait quelques messages des collègues de Robbie qui voulaient savoir où il était. Les policiers trouvent aussi un inquiétant bout de corde. L'auteur du crime a tenté d'effacer ses traces. Toutes les poignées de porte, le dessus des tables et les comptoirs avaient été nettoyés avec un chiffon mouillé. La couette du lit avait aussi été nettoyée à l'aspirateur, ce que j'ai trouvé étrange. Nous avons inspecté les lieux à la recherche d'empreintes digitales et nous avons trouvé plusieurs empreintes latentes. He was an airplane mechanic. He loved his job. He was a very meticulous person. The things that they took, I can't imagine why they had to trash the house the way they did. Lorsque les enquêteurs ont rencontré les membres de la famille Bott, ils ont mentionné certaines choses qui avaient été volées. Un train miniature avait disparu, des outils avaient été volés du garage, en plus de la chaîne audio-vidéo, du téléviseur et de la chaîne stéréo. Quelques miroirs avaient aussi été pris. Ils ont dressé la liste des choses qu'ils savaient manquantes. Un voisin a remarqué une voiture Corsica grise garée de travers dans l'entrée. Ils ont trouvé ça très, très étrange. Elle était pleine de biens personnels. À la morgue, le médecin légiste confirme que les restes calcinés sont ceux de Robbie Bott. Mais il n'est pas mort dans l'incendie de sa voiture. Robbie Bott a été tué d'une blessure par balle au dos. Il y avait aussi des signes d'étranglement. Le meurtre fait les manchettes. Le lendemain, le propriétaire d'une maison à Speedway, une ville voisine, appelle la police. J'ai dit, je m'appelle Mike Sherfick, je suis propriétaire d'une maison sur la 11e rue et je crois qu'il y a une scène de crime ici. Alors qu'il faisait le ménage d'une maison après en avoir expulsé les deux locataires, il a trouvé un portefeuille sous le canapé. J'ai trouvé le portefeuille et les cartes de crédit de Robbie Bott, l'homme qui a été tué puis brûlé dans le coffre de sa voiture il y a quelques jours. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils ont droit à une troublante visite de la maison. La première chose qu'ils ont remarquée,
C'était une odeur d'acide qui venait de la maison. Quand ils ont regardé au sol, ils ont aperçu une substance brunâtre à plusieurs endroits sur le plancher. J'ai trouvé une cruche d'acide chlorhydrique qui avait été versée dans l'escalier. L'acide chlorhydrique ne fait pas disparaître le sang, mais il le masque. Mais les traces qui restent sont terrifiantes. Une traînée de gouttes de sang partait du premier étage et descendait les escaliers jusque dans le sous-sol et se terminait dans une armoire située sous l'escalier. Dans l'armoire, il y avait un oreiller qui semblait être percé de 2 trous de balles. Il y avait aussi une douille de balle. La balle était recouverte de ce qui semblait être du sang humain. Les enquêteurs trouvent aussi les possessions manquantes de Robbie. 3 miroirs qui étaient suspendus au-dessus du foyer chez Robbie Bott. Il y avait des aspirateurs, un train miniature, une chaîne stéréo de marque Pioneer et des haut-parleurs. Les locataires semblent aussi avoir fait de curieuses emplettes. Quand je suis entré dans la maison, j'ai trouvé plusieurs biens qu'ils auraient dû emporter avec eux s'ils leur appartenaient, mais aussi des sacs pleins de vêtements et de complets qui ne convenaient pas à Josh. Le propriétaire identifie les locataires comme étant Joshua Maxwell et sa petite amie Tessie McFarland. Une vérification de ses antécédents révèle que Maxwell a été libéré de prison quelques mois auparavant. Il avait une copine qui avait un enfant, alors il avait besoin d'une maison où habiter et d'un emploi. Je lui avais mentionné que je possédais une maison à Speedway qui devait être nettoyée pour la course de Formule 1, et je lui avais dit « Tu recevras $600 quand ce sera fini. Tu peux habiter ici. » Il était très content. Mais Maxwell n'a rien nettoyé. Il n'a fait qu'ajouter au désordre. Je lui ai dit « Ça fait 2 semaines et tu n'as pas encore enlevé la moquette. Tu as apporté un lit. Tu as bousillé le linoléum avec le réfrigérateur et ta famille reste assise sur la véranda sans rien faire. C'est inacceptable. » 2 jours plus tard, le propriétaire leur rend visite pour les expulser et tenter d'obtenir de l'argent pour les dommages. Tessie est venue répondre drapée dans une couverture. J'étais choqué. Elle semblait même droguée. Elle m'a dit « Entrez 1 minute. Josh est étendu dans le lit, il aimerait vous parler. » J'ai répondu « Eh bien, dites à Josh de sortir du lit et de venir me parler à la porte. Je n'entrerai pas. » J'ai dit « J'ai besoin de $200 pour le plancher. » Et elle est revenue avec l'argent en billets de $5. Quelques heures plus tard, on trouve le corps de Robbie Bott dans le coffre de sa voiture en feu. Maxwell et McFarland ont disparu. La question n'était plus qui l'a fait, mais plutôt où sont-ils. En 2000, des policiers en Indiana sont à la recherche de Tessie McFarland et de Joshua Maxwell, présumés coupables du meurtre d'un mécanicien d'avion du nom de Robbie Bott. Son corps a été abandonné dans le coffre d'une voiture en feu après avoir été étranglé et abattu de 2 coups de feu. Les 2 suspects ont un passé trouble. Joshua Maxwell est né en 1978 à Indianapolis. Son père était un toxicomane violent. Il était très violent, non seulement envers moi, mais envers tout le monde. Il maltraitait ma mère, il la frappait, il la battait. Il faisait peur à tout le monde. Mes sœurs, moi, ma mère. C'est le genre de choses qui pourrait avoir une influence sur le comportement futur de quelqu'un. Ça aurait pu lui faire comprendre que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'elles sont moins importantes que les hommes, et que d'une certaine façon, il est acceptable de les dénigrer ou les dominer. Puisque je n'étais qu'un enfant, je ne pouvais rien faire. J'ai donc commencé à faire des fugues. Et on pourrait dire que
C'est comme ça que ma vie de criminel a commencé. Il avait dit très clairement que c'était une situation sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Il semble que sa façon de regagner un peu de contrôle, c'était de poser des gestes qui lui donnaient l'impression d'être maître de la situation. Il avait des antécédents criminels juvéniles. Il entrait et sortait constamment de l'école pour garçons. J'ai touché à tout. J'ai passé du vol de voiture au cambriolage, aux drogues, et finalement je détroussais les gens. Maxwell commence à avoir des démêlés avec la justice. Il a de nombreuses petites amies et engendre 2 enfants, ce qui ne réussit pas à le faire revenir dans le droit chemin. En mai 1997, il est arrêté pour cambriolage et condamné à 3 ans derrière les barreaux. Il fait la connaissance de Tessie McFarland en 2000, peu après sa libération. Elle est née en 1979 et a grandi à Wanamaker, en Indiana. Mon père biologique a perdu la vie dans un accident d'auto alors que j'avais 2 ans. Ma mère s'est remariée quand j'avais environ 5 ans ou 5 ans et demi. Et mon beau-père m'a élevée comme un de ses enfants. À l'école primaire, Tess adorait s'amuser. Tout le monde l'aimait. Elle participait à un tas d'activités, entre autres à la balle molle. C'était le garçon manqué en elle, je crois. Elle a obtenu de très bonnes notes jusqu'à l'école secondaire. À mon avis, je me suis désintéressée de l'école au secondaire parce qu'aucune matière ne réussissait à garder mon attention. Je fréquentais des élèves plus vieux et ils n'aimaient pas l'école, alors moi non plus. En peu de temps, Tessie McFarland devient l'ombre d'elle-même. Elle développe une forte dépendance à la cocaïne et ferait tout pour s'en procurer. En 1997, Tessie plaide coupable à des accusations de tentative d'encaissement de chèques qu'elle a volés de la résidence où sa mère travaille comme aide domestique. On la met en probation. Mais en 1998, bien qu'elle soit enceinte de 8 mois, Tessie a de nouveau des démêlés avec la justice lorsqu'elle commet un autre vol. Cette fois, elle a subtilisé de l'argent du portefeuille d'un collègue de travail et s'est servi de sa carte de crédit pour acheter de l'essence. Elle est condamnée à 8 mois de détention à domicile et doit se soumettre périodiquement à des tests de dépistage de drogue en même temps qu'elle élève son fils JJ. En 2000, Tessie se sépare du père de son fils et tente de se débrouiller seule. J'essayais de garder la tête hors de l'eau, payer les factures et lui procurer ce dont il avait besoin. Incapable de boucler ses fins de mois avec son emploi de serveuse, Tessie ravale son orgueil et se fait danseuse nue. J'ignorais ce qui se passait jusqu'à ce qu'un jour, elle me demande de la conduire au travail, au Brass Flamingo. J'ai fondu en larmes et je lui ai dit... Je ne peux pas croire que tu fasses ce genre de choses. Je ne t'ai pas élevée comme ça. Et elle m'a répondu, maman, c'est seulement pour me sortir de la dèche. À l'instant où elle fait la connaissance de Joshua Maxwell, c'est le coup de foudre. Ce qui m'a d'abord attirée chez Josh, c'était sa personnalité. C'est une de ces personnes qui attirent l'attention lorsqu'elles entrent dans une pièce. Il avait une certaine aura. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Je me suis dit qu'elle avait quelque chose de spécial. J'ai tout de suite ressenti quelque chose. Plus tard, on en a reparlé pour découvrir que c'était réciproque. Maxwell projetait une image plus grande que nature. Il avait une très forte personnalité. Et les individus plus faibles étaient attirés à lui. La mère de Tessie met sa fille en garde contre Joshua lorsqu'elle découvre son passé. Ma belle-fille, Jill, m'a appelé et m'a demandé si je connaissais Josh. Et je lui ai répondu que non. Elle m'a dit, je crois que tu devrais faire un peu plus de recherche sur lui parce que je ne pense pas qu'il soit très bon pour Tess. Jill m'a dit, ce n'est qu'un coureur de jupons. Je connais plusieurs filles à qui il a fait des enfants et il ne paie jamais la pension alimentaire. Il ne travaille pas et ça ne fait que 6 mois qu'il est sorti de prison. Ces infidélités chroniques montrent que Joshua voyait les autres comme des gens qu'on pouvait exploiter.
Et ces gens pourraient servir à parvenir à ses fins d'une façon ou d'une autre. Malgré les protestations de sa famille, Tessie et son fils emménagent avec Joshua dans la maison louée de Speedway. Il semblait être plein de remords et il voulait une deuxième chance pour reprendre sa vie en main, se trouver un endroit où habiter et gagner sa vie de façon honnête. 2 jours après la découverte du corps de Robbie Bott, les suspects principaux, Joshua et Tessie, commencent à sentir la pression. Mom, no, I'm fine. I'm with Joshua. Tess, I heard on the news that there was something about a murder. You're not involved in that, are you? La mère de Tessie parle d'un étrange appel aux enquêteurs. Elle a dit, « Maman, quelque chose est arrivé. » Je lui ai demandé, « Pour l'amour de Dieu, qu'as-tu fait ?» Et elle a répondu, « Maman, je ne sais pas, tout est si confus. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un mort. Qu'as-tu fait? » Et elle a répondu, « Maman, je suis désolée, je ne sais pas comment tout ça est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que Josh est allé à la cuisine pour se verser un verre d'eau et quand il est revenu, ce type, Robbie, était sur moi. » Et Josh s'est fâché. Je lui ai demandé qu'est-il arrivé ensuite. Elle a fondu en larmes et Josh a pris le téléphone. Mais en dépit de leurs excuses, bientôt, ils n'hésiteront pas à recommencer. En septembre 2000, Tessie McFarland et Joshua Maxwell sont recherchés pour le meurtre de Robbie Bott, un mécanicien d'avion d'Indianapolis. Les meurtriers se cachent, mais pas de tous. Les enquêteurs ont interrogé une ancienne compagne de Joshua Maxwell. Pendant l'interrogatoire, elle a déclaré avoir reçu 11 ou 12 appels de Maxwell qui disaient avoir fait une grave erreur, qu'il avait tué un homme et que Tessie et lui étaient en cavale. Maxwell lui a demandé de regarder le journal télévisé et de recueillir des articles de journaux. Dans leur esprit, ils étaient devenus des vedettes. Tout à coup, leur vie avait pris un aspect romantique, fantastique, moins routinière. Ils étaient des fugitifs, de nouveaux Bonnie et Clyde. L'enquête se poursuit et les policiers trouvent une nouvelle preuve décisive dans la résidence de Robbie Bott. Une facture de pizza où apparaît le numéro de téléphone et l'adresse de Joshua Maxwell. Ça s'est révélé très important, car nous savions au moins que Maxwell était allé chez lui. Quand les enquêteurs ont trouvé la facture de pizza chez M. Bott, ils ont compris que le crime avait été prémédité. Les policiers découvrent que les cartes de crédit de Robbie ont été utilisées jusqu'à leur limite. Joshua et Tessie ont emmené Robbie Bott faire de grandes emplettes. Le trio fait les boutiques et une partie de leurs emplettes sont enregistrées sur vidéo. Les agents de sécurité ont suivi Bott, Maxwell et McFarland dans le magasin à l'aide de leurs caméras de sécurité. Ce qu'ils ont vu leur a glacé le sang. On percevait clairement l'état d'esprit de Robbie Bott pendant ses emplettes. Il y avait une certaine distance dans ses yeux, comme s'il avait passé une nuit blanche. Il regardait dans le vide et il poussait le panier. Le visage sans aucune expression, pendant que McFarland et Maxwell prenaient des articles sur les rayons. Ils achetaient des articles de luxe, des choses pour décorer leur maison et des complets. Je crois que c'était une forme de jeu pour eux. Ils l'avaient sous leur emprise. Ils avaient maintenant l'avantage et ils étaient très à l'aise de profiter de lui. M. Bott n'a pas cessé de tenir le panier. Mais quand Maxwell et McFarland se sont éloignés, il a regardé la caméra de sécurité et il a articulé silencieusement « Aidez-moi ».
Ce n'est qu'après la visite des policiers au magasin pour récupérer les vidéos de surveillance qu'ils ont compris, à leur plus grand désarroi, que M. Bott avait tenté d'alerter quelqu'un. Un mois après le meurtre de Robbie Bott, à 1600 km de là, à San Antonio, au Texas, un enfant trouve le corps d'un homme en jouant derrière un centre commercial. Il avait les yeux bandés et avait reçu une balle à la tête. Il avait les mains ligotées derrière le dos avec un cordon de téléphone et aussi, je crois, avec le cordon de son pull. Ça ressemblait à une exécution, car il n'avait pas pu se défendre. Il s'agit du sergent Rudy Lopes, qui travaillait comme adjoint au shérif à la prison du comté. Sa femme avait signalé sa disparition quelques heures plus tôt. La dernière fois qu'on l'avait aperçu, il venait de quitter la maison de ses parents la veille. Une autopsie révèle que Rudy Lopes a été tué d'une balle à la tête. Nous avons d'abord présumé qu'il s'agissait d'un vol car son véhicule avait disparu. De plus, nous n'avions pas retrouvé son portefeuille. D'après la façon dont ses mains avaient été ligotées, ça ressemblait aussi à un enlèvement. Les enquêteurs trouvent aussitôt une piste prometteuse. Plusieurs élèves d'une école de karaté qui avaient un cours ce soir-là avaient vu derrière le centre commercial une camionnette qui correspondait à la description de celle de M. Lopes. Les témoins ont déclaré avoir vu une femme aux cheveux touffus et un homme à lunettes. Les enquêteurs ont recours à la base de données du Centre national de renseignement criminel pour retrouver le véhicule disparu. S'il a été retrouvé quelque part dans le pays, vous obtiendrez un résultat qui vous dira à qui il appartient et s'il a été volé. Les enquêteurs suivent de nouveau la piste de l'argent et examinent les dossiers bancaires de Rudy Lopes et des vidéos de surveillance. 2 retraits avaient été effectués le soir du meurtre. Il semble qu'une femme conduisait sa camionnette pour faire ses retraits. Il est probable qu'il était présent car il aurait pu leur remettre sa carte avec un faux numéro d'identification. Ainsi, il s'assurait de pouvoir retirer l'argent de la banque. Les policiers sont avisés qu'un véhicule est garé devant ce centre commercial depuis 4 jours, à 10 minutes des lieux du crime. Ils ont vérifié le numéro de plaque et ont découvert que le véhicule était lié à un homicide en Indiana. Ils l'ont fouillé et ont trouvé des papiers au nom de Joshua Maxwell et Tessie McFarland. On croyait que c'était à cet endroit que Rudy Lopes les avait rencontrés et qu'il l'avait kidnappés. Peut-être les avait-il suivis volontairement, mais ensuite il l'avait enlevé pour prendre son véhicule. Le fait qu'ils aient tué un agent de la paix et volé sa camionnette collait bien avec ce rêve nihiliste qu'ils entretenaient. Ils ne se souciaient plus de rien. Ils croyaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient. On savait qu'ils avaient fui l'Indiana parce qu'ils étaient soupçonnés de meurtre. On ne savait pas s'ils étaient au Texas. C'est un grand État et on peut facilement se cacher. On ne savait pas où ils étaient. En octobre 2000, Joshua Maxwell et Tessie McFarland sont recherchés pour les meurtres de Robbie Bott, un mécanicien d'avion de l'Indiana, et de Rudy Lopes, un adjoint au shérif du Texas. Nous croyons que M. Lopes avait été sous l'emprise de Joshua Maxwell et de Tessie McFarland pendant un certain temps et qu'il l'avait tué pour le réduire au silence. Les forces de l'ordre de tout le pays sont à l'affût de la camionnette volée de Rudy, que l'on aperçoit finalement à 2700 km de là, à San Francisco, en Californie. Il était environ 16 heures, le début de l'heure de pointe. Des patrouilleurs ont aperçu un véhicule brûler un feu rouge, alors ils ont décidé de l'arrêter. Ils sont descendus de leur voiture et se sont approchés du véhicule. Au moment où les agents parviennent à la camionnette, Joshua enfonce la pédale et une terrifiante poursuite s'ensuit. Il prenait des rues à sens unique, il montait sur le trottoir, il accrochait des véhicules, il faisait des virages abrupts et il a finalement contourné le poste de police pour se retrouver dans le stationnement. Des coups de feu ont été tirés.
Et en moins de 2, les policiers s'engageaient dans une poursuite dans leur propre stationnement. Je savais que j'avais été touchée. Il a dit non, c'est sans doute seulement du verre. Mais j'avais l'impression d'être en feu. À ce moment, j'avais plus ou moins renoncé à vivre. Alors je lui ai dit, je veux que tu dises à ma mère et à mon fils que je les aime. Il a commencé à paniquer. Il disait, non, 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 je ne veux pas que tu meures. S'il te plaît, ne meurs pas. Une vingtaine de voitures de police sont maintenant engagées dans la poursuite. C'était très dangereux pour les agents impliqués. Ils auraient pu se faire tuer. Et c'était aussi très dangereux pour la population. Mais aux yeux de Joshua, ce n'est qu'un jeu. Il n'était pas prêt à se rendre à la police et à se faire arrêter. Mais il était prêt à partir dans la gloire. Après 20 minutes, l'infernale poursuite prend subitement fin. Il s'est trouvé bloqué dans le trafic, entouré de policiers, et il s'est rendu. Et là, ils ont vu qu'une balle avait atteint Tessie. Tessie McFarland est envoyée à l'hôpital pour subir une chirurgie d'urgence et on amène Joshua au poste de police pour l'interroger. Il était docile, il coopère avec nous et il était disposé à parler. Il accepte même de tout avouer. Maxwell a avoué son implication dans ce qui était arrivé au Texas et a parlé de ce qui s'était passé en Indiana. Il était jeune, arrogant, sûr de lui. Et lorsque ça s'est terminé, il était au bout du rouleau. Il ne connaissait pas ses droits de fond en comble et il ne croyait pas avoir une connaissance suffisante du système judiciaire pour le manipuler ou pour s'en tirer. Ce qui m'a marqué le plus dans cette affaire, c'est l'indifférence de Maxwell. Je n'ai jamais interrogé quelqu'un qui parlait d'un meurtre comme de son déjeuner de la veille. Il n'avait vraiment aucune pitié. 5 semaines après la découverte du corps de Robbie Bott dans une voiture en feu, Maxwell révèle le plan pernicieux qu'ils avaient prévu pour lui. Rob, did I tell you? Yeah. She's up for anything, man. I told you. Maxwell et McFarland ont fait la connaissance de Robbie Bott sur une ligne de rencontre téléphonique. On a présumé qu'ils avaient fait des propositions de nature sexuelle qui plaisaient à M. Bott. Tess et moi, nous étions des personnes très actives sexuellement. Et il est devenu clair qu'elle était ouverte à beaucoup de choses, tout comme moi. Elle a fait la connaissance de Robbie Bott sur une ligne de rencontre. Alors nous lui avons parlé au téléphone, puis il est venu chez nous. C'était la première fois qu'on le rencontrait. Nous croyons qu'ils avaient décidé de tendre un piège à M. Bott dans le but de voler ses biens et de se servir de sa carte de crédit pour s'acheter des choses. Attirer des hommes en leur faisant des propositions sexuelles avec l'intention de les voler était un projet qui leur plaisait tous les deux. Ils trouvaient ça excitant. Ils ne se serviraient pas de ces hommes seulement pour le sexe, mais aussi pour en tirer de l'argent. C'était en quelque sorte le meilleur de deux mondes pour eux. Après avoir gagné la confiance de Robbie, les trois commencent à faire la fête. Et c'est alors que les choses dérapent. Je suis parti un instant. I said, get off of me! Joshua! Joshua! I'm leaving. This is too weird. Wait, what's going on here? Him and her kind of had like I wouldn't say what you'd call a tussle. Lui et elle ont eu pas vraiment une altercation, mais c'était physique. Elle essayait de s'éloigner de lui et lui essayait de s'éloigner d'elle. Quand je suis revenu dans la maison, elle criait mon nom. Alors, ma première réaction a été de l'empoigner parce qu'il essayait de prendre la fuite et c'était visiblement pour une raison en particulier. Elle était ébranlée.
Alors, j'ai amené Bott dans le sous-sol et je lui ai donné une raclée. C'est une défense vraiment classique que d'affirmer que vous avez défendu l'honneur d'une femme en attaquant son agresseur. Mais Joshua est loin d'être satisfait. Les trois fêtards se rendent chez Robbie, où Joshua et Tessie volent tout ce qu'ils peuvent emporter. Nous croyons que Maxwell et McFarland ont pris ces biens pour la seule raison qu'ils le pouvaient. Maxwell et McFarland n'avaient aucune possession dans la maison louée de Speedway. Alors peut-être voulaient-ils amasser des biens en les volant à M. Bott. Ils tentent ensuite d'effacer leurs traces. Lorsqu'ils reviennent à la maison louée, le calvaire de Robbie reprend de plus belle. Maxwell et McFarland ont enfermé M. Bott dans une boîte de bois, les mains et les pieds ligotés. Ils ont fermé la boîte et l'ont bloqué avec un long tuyau pour s'assurer qu'il ne s'échapperait pas quand il sortirait de la maison. Mais Joshua et Tessie n'en ont pas fini de Robbie. On a eu l'idée de l'emmener faire des courses jusqu'à ce qu'il atteigne la limite de ses cartes de crédit. La police sait aussi que Robbie Bott a reçu d'inquiétantes menaces. Au magasin, M. Bott a été forcé de leur obéir. Maxwell a déclaré à la police qu'il avait menacé Bott d'un pistolet et qu'il lui avait dit « Si tu t'enfuis ou que tu enlèves tes mains du panier, je tire sur toi. Tu peux toujours t'enfuir, mais je vais te retrouver. » Après avoir dépensé son argent, il n'y avait qu'une chose à faire. Puis je me suis rendu compte que si je le laissais partir, je retournerais de toute façon au pénitencier. Ça a été implanté dans mon esprit quand j'étais très jeune. Si vous êtes dans le pétrin, autant aller jusqu'au bout parce que le résultat sera le même. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Je devais prendre l'initiative de descendre dans le sous-sol et de le tuer. Après avoir tué M. Bott au sous-sol, ils ont remonté son corps et l'ont mis dans le coffre de la voiture de M. Bott. Puis Maxwell et McFarland ont tenté de se débarrasser des preuves avec de l'acide chlorhydrique. Ils croyaient sans doute avoir versé assez d'acide chlorhydrique pour effacer le sang. Mais ils ignoraient qu'ils avaient laissé le portefeuille derrière eux. Ils croyaient aussi probablement que l'incendie de la voiture détruirait toutes les preuves qu'ils avaient laissées derrière eux à cet endroit. À mon avis, quand ils sont partis, ils étaient plutôt certains de ne pas se faire prendre. Quand ils ont retiré la balle, ça faisait 10h30 que j'étais à l'hôpital. J'ai été en salle de réveil pendant environ 6 à 10 heures, puis ils m'ont amené à la prison de San Francisco. Tessie McFarland tente de minimiser son implication dans les meurtres. Elle déclare aux enquêteurs qu'elle avait peur de son compagnon et que c'est pour cette raison qu'elle avait accepté de partir en cavale et de céder la garde de son fils de 2 ans à la mère de Joshua. Il n'y avait rien que j'aurais pu faire pour empêcher Josh de faire ce qu'il a fait. Ma propre vie et celle de ma famille étaient en danger. Elle répétait sans cesse « Et JJ alors? Et JJ? » Je lui ai fait savoir qu'elle viendrait avec moi, qu'elle laisserait JJ chez ma mère. Et qu'un de mes amis savait où était JJ. Alors si quelque chose m'arrivait, ou si elle me dénonçait à la police, mon ami savait où se trouvait JJ. Je ne lui ai même pas donné la chance de lui dire au revoir. Le couple prend la route vers le sud. Nous sommes restés en Floride environ 1 semaine, peut-être un peu plus longtemps. Nous avons loué une chambre d'hôtel et nous nous sommes tenus tranquilles. Nous sommes donc restés dans le même hôtel pendant près d'1 semaine et demie après notre fuite. Pendant ces quelques jours, ils tournent des vidéos d'eux-mêmes, la plupart pornographiques. Ces vidéos montrent que Maxwell est une personne sympathique, charismatique et intelligente. Mais c'est aussi un tueur sanguinaire. Et il serait le premier à vous le dire.
Maxwell est doué pour interagir avec les gens et il a une personnalité autoritaire, tout comme Tessie McFarland. Elle aussi est charismatique et attire les gens. Au bout de quelques semaines en Floride, Joshua et Tessie reprennent la route en direction de San Antonio, au Texas. Ils sont à court d'argent, mais savent comment en obtenir. Joshua Maxwell et Tessie McFarland avaient placé une petite annonce dans un journal hebdomadaire pour faire des rencontres de nature sexuelle. Nous croyons que c'est grâce à cette annonce que Rudy Lopes les a contactés. Rudy Lopes croyait naïvement s'être fait de nouveaux amis avec qui il pourrait s'amuser sans danger. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. En octobre 2000, Joshua Maxwell et Tessie McFarland, deux présumés tueurs, sont arrêtés au terme d'une dangereuse poursuite policière et d'une fusillade au cœur de San Francisco. Joshua révèle les détails de leur escapade meurtrière qui les a entraînés d'un bout à l'autre du pays. Il affirme avoir appâté le sergent Rudy Lopes grâce à une petite annonce. Tessie rejette l'entière responsabilité de ce guet-apens sur Joshua. Je jure que je ne me rappelle pas si c'est moi ou Josh qui a parlé à M. Lopes pour la première fois. Je sais seulement que c'est arrivé. On a réussi à le faire venir à l'hôtel où nous étions. C'était la première fois que je rencontrais Rudy Lopes. Il n'a jamais dit qu'il était policier. Peu méfiant, Lopes achète de la lingerie à Tessie. Il a acheté un déshabillé 1 ou 2 jours avant sa mort. Un homme qui correspond à la description de M. Lopes a été aperçu en compagnie de 2 personnes, un homme et une femme. Mais Joshua veut beaucoup plus. Et il prépare son piège. J'étais déjà un fugitif, alors j'ai eu recours à ce que j'avais déjà fait pour obtenir de l'argent. Il vide son compte bancaire. C'était sa propre banque, pas juste un guichet automatique. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Joshua décide de se débarrasser de Rudy Lopes. Il devait être terrifié. Ses mains étaient fermement attachées derrière son dos avec un cordon très fermement attaché. Il avait aussi les yeux bandés. Il savait sans doute qu'il l'emmenait derrière une clôture puisqu'il fallait passer sur une planche pour se rendre là. En descendant la pente dans le noir, il devait savoir qu'on allait l'exécuter. Il voulait s'échapper, mais je l'en empêchais. Je n'étais pas là. Il n'y a aucun lien concret entre moi et les lieux du crime. Tessie déclare qu'elle n'a joué aucun rôle direct dans les meurtres. Mais les enquêteurs refusent de croire qu'elle ne pouvait stopper Joshua. McFarland aurait pu mettre un terme à son implication à tout moment. Elle aurait pu se rendre à la police lorsqu'ils étaient au magasin. Elle aurait pu appeler la police chez Robbie Bott. Elle aurait pu dire au propriétaire lorsqu'il est venu leur rendre visite « Il se passe quelque chose et je n'y suis pas mêlé. Il y a un homme dans le sous-sol. Appelez la police. » Mais elle ne l'a pas fait. Vers la fin de leurs emplettes, elle était seule avec M. Bott dans le magasin et elle n'a rien fait pour lui venir en aide. Puis, bien sûr, elle s'est enfuie au Texas, puis en Californie avec Joshua. Il est impossible qu'il l'ait gardée sous son emprise pendant 40 ou 50 jours. Ça ne tient tout simplement pas debout. Tessie a volontairement décidé qu'elle voulait le faire. Je ne crois pas qu'on l'ait forcée à continuer. Il ne fait aucun doute qu'elle admirait Joshua Maxwell. Jamais, au cours de cette escapade qui les a menés de la Floride à San Francisco, en passant par le Texas, elle n'a pas appelé la police. Elle n'a jamais essayé de s'enfuir.
Je crois qu'elle est restée avec Joshua Maxwell de plein gré. Joshua et Tessie sont extradés vers San Antonio pour faire face à des accusations de meurtre au premier degré du sergent Lopes. Il y a 2 raisons pour lesquelles ils ont comparu en cour au Texas en premier. D'abord, ils avaient tué un agent de la paix. Ensuite, ils étaient passibles de la peine de mort. Ils n'y feraient pas face en Indiana. Plus d'1 an plus tard, le procès de Joshua s'ouvre. La poursuite présente un nombre écrasant de preuves contre lui. Il est très rare de juger un meurtrier en série. C'était l'une des affaires les plus inhumaines que j'ai eu à traiter. 2 gardes témoignent que dans sa cellule, Joshua s'amusait à recréer le meurtre de Rudy Lopes et à se moquer de lui. On présente aussi au jury la vidéo que Joshua et Tessie ont filmée en Floride. Il tient le système carcéral responsable de ses tendances criminelles. Il ne fait aucun doute que le système carcéral ne fait qu'empirer la situation, en transformant de mauvais individus en personnes encore plus mauvaises. Mais Joshua avait plusieurs antécédents de criminalité juvénile à son casier judiciaire, et la gravité de ses crimes a augmenté jusqu'à ce qu'il finisse en prison à l'âge de 17 ans. La défense soutient aussi que les expériences que Joshua a vécues enfant lui ont causé des préjudices psychologiques. Les avocats de Joshua Maxwell ont fourni 2 types de preuves pour tenter d'atténuer les crimes qu'il avait commis. D'abord, à l'âge de 11 ou 12 ans, il avait découvert qu'il avait été adopté. Ensuite, il avait eu une enfance malheureuse. Son père buvait, consommait de la drogue, maltraitait Joshua et le reste de la famille. La violence envers un enfant est sans contredit un facteur de risque de la criminalité. Les enfants qui subissent de mauvais traitements ont beaucoup plus de risques de sombrer dans des activités criminelles. Après seulement quelques heures de délibération, le jury déclare Joshua Maxwell coupable. Il est condamné à mort. L'année suivante, Tessie McFarland compte elle aussi plaider non coupable au Texas. Mais au moment où les jurés prennent place, elle conclut une négociation de peine. Tessie McFarland s'est reconnue coupable de meurtre au premier degré en échange de l'assurance qu'elle ne serait pas condamnée à mort, mais plutôt à la prison à vie. Si Tessie avait subi un procès complet, nous sommes certains que nous aurions obtenu une condamnation pour meurtre au premier degré. Il n'y avait aucune preuve qui aurait convaincu le jury qu'elle était coupable de moins que ça. En 2003, Joshua Maxwell est extradé vers l'Indiana afin de comparaître pour le meurtre de Robbie Bott. J'ai contacté le bureau du procureur local au Texas pour m'assurer que la condamnation de Maxwell serait confirmée en appel, et elle l'a été. Mais au bureau du procureur du comté de Marion, ici à Indianapolis, nous avons tout de même décidé de continuer la poursuite pour nous assurer que Maxwell ne serait jamais libéré. Le jury reconnaît Joshua Maxwell coupable de meurtre au premier degré, de séquestration et d'incendie criminel. Il est condamné à 95 ans de prison. Tessie McFarland plaide coupable à des accusations de séquestration et d'incendie criminel. Elle est condamnée à 30 ans de prison qu'elle purgera en même temps que la peine reçue au Texas. Ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est la brutalité psychologique qui a été infligée à M. Bott. Ce qu'il a enduré pendant toute une journée est vraiment inimaginable. Ce qui les motivait vraiment, encore plus que l'appât du gain, c'était le désir d'excitation. Ils recherchaient la dimension romantique des fugitifs. Tessie McFarland est présentement incarcérée à la prison de Gatesville, au Texas. Elle ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant l'âge de 63 ans. Elle soutient toujours qu'elle était incapable d'empêcher les meurtres. Si à un seul moment j'avais pu empêcher ces actes, si j'avais pu empêcher que les gens perdent leurs proches, je l'aurais fait. J'aurais tout fait en mon pouvoir pour les arrêter avant qu'elles ne commencent, si j'avais pu. Je ne pourrai jamais remplacer ces gens et leur vie.
Mon temps en prison ne les ramènera jamais. Indirectement, il la manipulait certainement un peu, mais elle était sans aucun doute consentante. Joshua Maxwell attend la peine de mort à la prison de Livingston, au Texas. Il était systématiquement instable. Il était incapable de garder un emploi. Il était incapable d'entretenir une relation et de s'occuper de ses obligations. Ces traits de caractère sont associés aux troubles de la personnalité antisociale. Joshua affirme aujourd'hui que quelqu'un l'a aidé à tuer Rudy Lopes et qu'il ne s'agit pas de Tessie. C'était un des gars avec qui on s'est promené en Floride. On est partis les trois ensemble pour San Antonio. Lui et moi, on a emmené Lopes dans les bois. Et quand il est tombé dans la pente, le type l'a abattu. Puis on est parti. Durant le procès, il savait qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous. Mais les procureurs réfutent la thèse d'une troisième personne impliquée dans l'affaire. Malgré le carnage et le chaos qu'ils ont semé ensemble, il existe toujours entre Joshua et Tessie un lien inexplicable. Je n'ai pas de ressentiment envers Josh. Je ne le détesterai probablement jamais et je ne lui souhaiterai jamais de mauvaises choses. Ce que je pense de Tess maintenant, je l'aime toujours. Je l'aime toujours beaucoup et elle fait partie intégrante de ma vie. Ce que je regrette, mon plus grand regret dans toute cette affaire, c'est qu'elle est en prison et qu'elle ne devrait pas y être. Je pourrais m'excuser, mais ça ne les ramènerait pas, vous voyez. Je suis déjà mort. Il ne me reste que quelques temps à vivre. Alors je ne fais que vivre ma vie et faire ce que je peux avec le temps qui me reste. Le comportement criminel de ces individus me laisse croire qu'il s'agit de sociopathes. Un sociopathe ne se soucie pas des autres. Il se sert continuellement des autres pour arriver à ses fins et ne ressent aucun remords, aucune culpabilité et aucune empathie. Ils ont commis ces crimes sans raison, seulement pour s'amuser, puis ils ont pris la fuite à travers le pays. Il me semble qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et qu'ils voulaient vivre comme des gens plus importants qu'ils ne l'étaient en réalité.